Europe 1, bonjour, il est 8h. Europe 1 matin. 6h, 9h, Sébastien Lebelzik. À la une de l'actualité aujourd'hui, 58% des Français ne veulent pas de Lucie Castet à Matignon. Emmanuel Macron non plus. Le chef de l'État espère plutôt une large coalition. Le camp présidentiel veut faire pencher l'hémicycle au centre droit. Joe Biden assure avoir voulu sauver la démocratie, laisser la place à des voix plus jeunes. 3 jours après avoir refusé de briguer un second mandat présidentiel, il s'est adressé aux Américains la nuit dernière. Et puis le SAMU sur le qui-vive avec l'ouverture des JO à Paris. Reportage dans ce journal de Caroline Baudry à l'hôpital Necker. À 8h10, votre invité, Florian Tardif, bonjour. Bonjour, Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon. Le RN a imposé ces dernières années à l'Assemblée nationale la stratégie de la cravate, manière de se normaliser, de se crédibiliser, oui. Mais la mode est aujourd'hui au sans cravate, mode adopté par Gérald Darmanin pour montrer qu'il est à hauteur d'homme, car les élites ont fait sécession avec le peuple, estime-t-il. Qu'en pense Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national? Ce sera l'une des questions que je lui poserai, pas la seule, d'ici quelques minutes. Europe 1. Et tout de suite, le journal de 8h. Émilie Dez, bonjour Émilie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Près de 6 Français sur 10 ne veulent pas de Lucie Castet à Matignon. Selon un sondage ELAB publié aujourd'hui, Lucie Castet, la candidate proposée par la gauche au poste de première ministre. Emmanuel Macron a de toute façon dit non, le nouveau Front populaire n'ayant pas de majorité suffisante pour pouvoir gouverner. Le chef de l'État préfère appeler les forces politiques à bâtir une coalition plus large allant de la droite républicaine jusqu'à une partie des socialistes. Alexandre Chauveau, dans le camp présidentiel, plusieurs cadres veulent faire pencher l'hémicycle au centre droit. Pour l'aile droite de la Macronie, la courte victoire de la gauche aux législatives n'est due qu'au barrage anti-RN. Comme le chef de l'État, ces députés estiment que les Français ont réclamé dans les urnes davantage de sécurité, un meilleur contrôle de l'immigration et une revalorisation du travail. Des thèmes chers à la droite, vers qui une partie de la majorité sortante se tourne pour former une coalition. Anne Genetet, députée Ensemble des Français de l'étranger. J'entends qu'un pacte législatif a été présenté par la droite, dans lequel il y a des choses qui peuvent peut-être être intéressantes comme base de discussion. Nous-mêmes, chez Ensemble pour la République, nous préparons un certain nombre de propositions qui seront remontées à notre président de groupe vendredi pour répondre à ce que nous nous ont demandé les Français. Et face au refus d'Emmanuel Macron de nommer à Matignon une personnalité issue du nouveau Front populaire, l'hypothèse d'un Premier ministre venu du centre droit semble donc se dessiner. Aurore Berger, ministre démissionnaire, évoque notamment les noms de Michel Barnier, de Gérard Larcher ou de Xavier Bertrand. Autant de profils susceptibles, selon elle, d'offrir de la stabilité au pays à minima pendant 1 an. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et cette question, l'instabilité politique risque-t-elle d'augmenter le taux de chômage? C'est aujourd'hui à midi pile qu'on connaîtra le nombre de demandeurs d'emploi au 2e trimestre. Au 1er trimestre, la France comptait un peu moins de 3 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A sans aucune activité et un taux de chômage à 7,5% de la population active. Mais la dissolution de l'Assemblée pourrait faire voler en éclats cette relative stabilité. Barthélémy Philippe. Oui, avant la crise, l'INSEE pariait sur un taux de chômage quasi stable jusqu'à la fin de l'année. Mais le grand flou post-législative menace la création d'emplois, comme l'explique Audrey Loy, présidente du réseau Croissance Plus. La situation s'est clairement dégradée. On a fait un sondage. Près d'un tiers des répondants constatent une dégradation de leur carnet de commandes, de leur chiffre d'affaires, de leur trésorerie. La plupart vont geler les embauches. En attendant que l'horizon politique s'éclaircisse, l'attentisme règne aussi chez les chefs des petites et moyennes entreprises. Éric Chevet, vice-président de la CPME. Plan d'investissement retardé, suspendu, embauche évidemment retardée. La rentrée, il nous faut un cap. Plus que tout, les patrons craignent un changement de politique fiscale, décrypte l'économiste Bertrand Martineau. Les incertitudes, en particulier sur la question de la fiscalité, sont très très mauvaises pour les entreprises en termes d'investissement et en termes d'embauche. Autre signal important, la suspension récente de la réforme de l'assurance chômage qui devait, selon le gouvernement, permettre à la France de franchir une nouvelle étape vers le plein emploi. Barthélémy Philippe. Et c'était sa première prise de parole depuis l'annonce de son retrait de la course à la Maison-Blanche. Joe Biden s'est adressé aux Américains cette nuit. 11 minutes d'un discours solennel prononcé dans le bureau ovale. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Cette prise de parole de Joe Biden avait des allures de chant du cygne. Oui, c'est un Joe Biden à l'air résigné qui s'est adressé à la nation. Derrière lui, des photos de sa famille, de sa femme, ses enfants, comme pour rappeler que ce sont les seuls qui lui ont fait confiance jusqu'au bout. Le président, la voix encore enrouée des suites de son Covid, a expliqué pourquoi il avait fini par jeter l'éponge. Je crois que mon bilan, mon rôle prédominant dans le monde méritait un deuxième mandat.
Mais rien ne peut être un obstacle à la préservation de notre démocratie, y compris l'ambition personnelle. Préserver la démocratie de Donald Trump, c'était bien sûr le thème de campagne de Joe Biden, mais une victoire semblait désormais impossible et son discours d'hier, prononcé d'une voix haletante sans énergie, met encore plus en évidence que le président est en bout de course. Il a tout de même rappelé tout ce qu'il a accompli, a promis de continuer à travailler à une résolution du conflit à Gaza, avant de passer le flambeau à son héritière Kamala Harris. Elle est expérimentée, coriace, compétente. Elle a été une incroyable dirigeante pour notre pays. Le choix est maintenant le vôtre. Dans un peu moins de 6 mois, à la fin de son mandat, Joe Biden tirera donc sa révérence, après plus de 50 ans passés en politique. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et pendant ce temps, Donald Trump lâche ses coups. Il a lancé des attaques d'une rare violence à l'égard de Kamala Harris. Il est allé jusqu'à accuser la vice-présidente américaine de vouloir favoriser l'exécution de bébés avec des avortements jusqu'à la naissance et même au-delà, des accusations lourdes formulées sans la moindre preuve. Kamala Harris qui a fait du droit à l'avortement un pilier de sa campagne. L'armée israélienne dit avoir récupéré les corps de 5 otages retenus à Gaza. 4 soldats et une femme, Maya Goren. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit s'entretenir aujourd'hui avec Joe Biden avant de rencontrer Kamala Harris et Donald Trump. Benjamin Netanyahou qui a pris la parole hier devant le Congrès américain. Après plus de 9 mois de guerre à Gaza, il a appelé le Congrès à débloquer une nouvelle aide militaire. En Allemagne, le trafic aérien est suspendu à l'aéroport de Francfort. La faute à l'intrusion de militants écologistes. 6 manifestants se sont servis de petites pinces pour ouvrir les grillages du premier aéroport du pays. Il n'y a plus aucun avion qui décolle ou qui atterrit. Europe 1, il est 8h07. J-1 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Les athlètes et les spectateurs sont prêts. Le SAMU aussi. Entre le risque de canicule et d'attentats, les services de la région Île-de-France sont particulièrement mobilisés. Reportage de Caroline Baudry. Installé dans son fauteuil double écran et oreillette, Philippe Ayer, médecin régulateur, a reçu son premier appel en lien avec les Jeux Olympiques. Quelqu'un de la sécurité des JO qui a fait un malaise, sans gravité apparente, mais on a effectivement été amené à l'évacuer sur l'hôpital. En contact direct avec cette salle de régulation, les équipes sont prêtes, mobilisées à 120%, explique le professeur Frédéric Adnet, chef de service du SAMU de Paris. On va rajouter 20% de plus d'effectifs par rapport à une situation normale. On s'attend, si vous voulez, en gros à 150 passages aux urgences en plus sur l'Île-de-France par jour. Mais les risques, c'est, si vous voulez, les coups de chaleur liés à une canicule. Et ça peut être malheureusement un attentat. On a dispatché du matériel de catastrophe un peu partout dans Paris pour arriver le plus vite possible dans le lieu où se passerait un événement sanitaire exceptionnel. Autre scénario auquel les services sont préparés, l'effondrement d'une tribune, un mouvement de foule ou une attaque informatique sur les hôpitaux parisiens. Et Caroline Baudry pour Europe 1. Et avant même la cérémonie d'ouverture des Jeux demain, la compétition a déjà débuté. Et l'équipe de France de rugby à 7 s'est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 19-12 contre l'Uruguay, son deuxième match de poule. En football, les Bleus ont battu les États-Unis 3-0 à Marseille. Et puis direction l'Alsace pour finir. C'est là que se trouve la toute dernière cabine téléphonique de France. Elle est à Murbach dans le Haut-Rhin, une cabine qui attire les curieux depuis un article paru dans Paris Match. Elle sonne sans arrêt. Reportage de la correspondante d'Europe 1 en Alsace, Mélina Fachin. La cabine 468 est située sur le parking du petit village de Murbach, 160 habitants au pied de sa belle abbaye. Et à peine arrivé sur place, je décroche le vieux combiné qui malheureusement n'a pas de haut-parleur pour vous faire entendre la personne au bout du fil. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Bah oui, je vous entends bien, d'où vous nous appelez ? De Casablanca ? Incroyable ! C'est bien simple, la cabine sonne sans arrêt. Des appels du monde entier. En atteste la feuille de papier déposée par la mairie sur laquelle on peut inscrire l'origine géographique de son interlocuteur. Vendée, Paris, Guadeloupe, Belgique, Colombie. Oui, bonjour madame, de quel département vous appelez ? La dernière cabine de France est aussi devenue une vraie attraction pour les touristes et les habitants du coin, comme Justin et sa mamie Malou. Elle est super, c'est émouvant de trouver une dernière cabine. De relier les gens là du monde entier plutôt que par Internet ou par un portable, c'est magique quoi. Si cette cabine fonctionne encore, c'est parce que nous sommes ici dans une zone blanche, pas de réseau, elle peut recevoir des appels, mais on ne peut plus en passer sauf des appels d'urgence. Murbach, Mélina Fachin, Europe 1. Et si vous voulez vous aussi appeler la toute dernière cabine téléphonique de France, son numéro c'est le 03 89 74 11 53. Il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond.
Voilà, par contre, il y a beaucoup de monde qui répond au téléphone. Hein. C'est 11h53 à la fin, c'est bien ça, Émilie 11h53, exactement. Voilà, c'est ça. Merci, Émilie Dez. On passe à la météo des plages avec Trina Magdine. Dans le golfe de Gascogne, sur les plages de Biscarrosse, le ciel sera légèrement nuageux. Il fera un petit 23 degrés avec une eau à 22 degrés et un indice UV de 8. Du côté de Saint-Jean-de-Luz, on aura du soleil avec 23 degrés, un ressenti de 30 et une eau à 24 degrés avec un indice UV de 5. On part en Bretagne à Belle-Île-en-Mer. Le ciel sera très nuageux cet après-midi avec des températures un peu en dessous des normales de saison avec 21 degrés seulement et une eau fraîche à 17 degrés et un indice UV de 8. Merci Trina. Dans un instant, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Florian Tardif reçoit Julien Audoul, député RN de la 3e circonscription de Lyon.